Moi, un film avec Nicolas Cage, moi j'y vais. Et le type me fascine. Je peux le regarder comme des heures. J'adore Nicolas Cage. Ouais. Argento, ben ça fait partie des cinéastes vraiment de mon adolescence. Mon rapport au cinéma, il est passé par la VHS, le vidéoclub, et très tôt par le cinéma de genre, en fait, puisque c'est ça qu'il y avait. Et Argento était quelqu'un de très important pour nous. Suspiria, Ténèbres, etc. Et là, Inferno, il est moins connu que Suspiria, quelque part. Mais en fait, je crois que quelque part, je l'aime peut-être plus. Puis il y a cette scène d'ouverture où la fille perd sa clé en dessous, la scène sous l'eau. Voilà, c'est un film que j'aime vraiment énormément. Alors il y a toute une partie de ce cinéma-là que j'ai vu énormément ado, vu, revu, et puis abandonné, et puis redécouvert plus tard. Et je me suis aperçu que c'était pas que des films de divertissement, enfin que c'était des grands films, des grands cinéastes qui correspondaient à une époque précise, à une terreur précise, à une peur précise. Les Romero, les Argento, les Fulci, les Cronenberg. J'ai l'impression que chacun répondait par le cinéma de la peur à une propre peur du monde qu'ils avaient. Je pense que l'intention s'est perdue pendant très longtemps, où le divertissement, l'ironie, le côté fun a pris vraiment le pas. Et puis, depuis, je dirais peut-être 5, 6, 7 ans, je sens ça revenir au travers de plein de cinéastes. On voit bien que le genre revient, mais c'est pas juste comme une mode, c'est peut-être comme une nouvelle expression de notre propre terreur, et il y a de quoi en fait. Et Carpenter, pour moi, c'est bon, c'est pareil, hein, ça fait partie des cinéastes de mon adolescence. Un de mes films préférés, par exemple, c'est Assaut. C'est quand même un vrai cinéaste politique aussi. Il y a toujours quelque chose de très politique dans ces films. Très souvent, ça tourne autour de la critique du capitalisme, mais pas que, quoi. Romero, un objet d'y penser, c'est-à-dire qu'ils aiment bien que le rapport à la politique ne passe pas par le discours. Donc, de ce fait, en effet, le cinéma d'action peut être politique, et puis le cinéma, évidemment, de genre peut être politique, et il l'est très souvent chez eux. Ça, c'est un film récent que En fait, quand je l'ai vu, je m'attendais à pas grand-chose, et j'ai été extrêmement surpris. Le film est complètement dingue. Les Coréens, ils sont très très en forme, hein, très inventifs. Ils n'ont pas peur des mélanges, de la séquence familiale qui va se casser avec une séquence d'horreur, puis après des fantômes arrivent et puis après il y a de l'humour. Enfin, c'est très très, ça peut être extrêmement bien manipulé. Classique de classique. Je les ai revus il y a quelques années, et en fait celui-là pour moi ça reste celui que je préfère. La mise en scène est magnifique. Elle est d'une pureté, d'une simplicité. J'ai découvert au cinéma, j'avais pas l'âge, parce qu'à l'époque c'était interdit aux moins de 13 ans, etc. Et il y a 2-3 films que j'ai découverts au cinéma, et franchement, j'ai un peu regretté. Il y a celui-ci, il y a Shining, etc. C'est des films qui m'ont vraiment terrifié. Okay. Mais au premier degré, hein, c'est pas genre... puis on n'est pas du tout dans le jumpscare, pas du tout, c'est pas de ce genre de terreur-là, quoi. Il y a 2 sortes de peurs dans le cinéma de genre. Il y a celle qui est très utilisée, qui est la peur de l'instant, comme ça. Quelqu'un surgit, un chat surgit, une porte, un son, une musique, machin, bon. Puis après, il y a des choses comme ça, plus qui touchent plus au climat, qui touchent plus à ce que ça va réveiller. Par exemple, Massacre à la tronçonneuse, qui est un film sur lequel on ne voit pas grand-chose, à part un moment très rapidement une fille sur un crochet. Mais en revanche, il infuse un tel climat. C'est un film qui marque longtemps, quoi.
practice days? Il n'y a pas du tout une explication à quelque chose. L'explication, en fait, qui arrive très souvent dans les films, elle rassure. On se dit, ah bon, c'était horrible, mais c'était à cause de ça. Je pense que c'est aussi pour ça que les serial killers ont pris une place énorme, etc. C'est-à-dire qu'avant, les films de crime où il y avait un meurtrier, donc il y avait dans les enquêtes quel est le motif. Sur le killer, il n'y a plus de motif. Ça peut être partout, n'importe qui, etc. Et donc là, il y a une terreur beaucoup plus grande parce qu'on enlève le rationnel. Vous avez vu la série de David Fincher sur les serial killers? Mindhunter, bien sûr. Ouais. On réfléchit à comment l'horreur arrive chez quelqu'un. C'est passionnant. Hein. Je trouve la série complètement passionnante sur cette cellule du FBI qui voit arriver un truc qu'on n'a pas encore nommé, qui la nomme, le serial killer, et qui va travailler à essayer de comprendre comment ça marche. Ça n'est que des gens qui parlent dans une pièce. Il utilise la parole comme de l'action. Il arrive à faire ça, quoi. Je pense que depuis Social Network, c'est devenu le plus grand metteur en scène de la parole. Ouais. Well, I want to try and be straightforward with you and let you know that we're not anymore. What do you mean? We're not dating anymore, I'm sorry. Is this a joke? No, it's not. You're breaking up with me? You are going to introduce me to people I wouldn't normally have the chance to meet. What is that supposed to mean? Wait, settle down. What is it supposed to mean? Erica, the reason we're able to sit here and drink right now is because you used to sleep with the door guy. Alors ça fait partie des choses que je trouve si belles quand elles sont réussies dans le cinéma de genre. C'est à quel point il est fait pour fabriquer des images qui restent. Et on se souviendra toujours de l'image si c'est sec en sang. Enfin, même si on a vu le film une fois. Puis alors, bon, la simplicité du scénario, enfin, c'est génial. Hein. Il y a deux parties comme ça. C'est absolument limpide tout en étant surnaturel. Mais le genre particulièrement, c'est un boulevard pour la mise en scène. Ça ne supporte pas la mauvaise mise en scène, en fait. Sinon, tout tombe à l'eau. À la limite, un bon scénario, moyennement mis en scène, on peut s'intéresser, etc. Là, on ne s'intéresse pas si on ne va pas chercher la substance de la séquence. C'est fait pour faire ressortir de la mise en scène. Alors là, dans un cas comme ça, évidemment, pour De Palma, qui est obsédé par la mise en scène, ça marche, quoi. Christine, ouais. Il est étonnant, celui-là. Hein. Bon, c'est Stephen King, encore et toujours. Hein. D'abord, il est très touchant, il est très émouvant. Arriver à filmer une voiture comme si c'était une pin-up aussi, ça, il faut être américain pour réussir ça. C'est assez génial. Ever since he bought that car, he's been obsessed with it. And you know what else? They told us the man who owned that car last died in it. Et on parlait aussi du rapport entre Carpenter et le politique. C'est certain que là, il y a aussi une critique comme ça de la consommation, du capitalisme, que probablement quand aux États-Unis, l'image de la voiture qui renvoie à Ford, etc. Enfin bon, donc encore Stephen King. Bon, franchement, c'est le festival. Alors ça, c'est quand même un film. Bon, évidemment, c'est le classique des classiques, avec peut-être L'Exorciste. Mais c'est un film qui est quand même assez étonnant sur un truc, c'est que d'habitude le principe du cinéma fantastique, du cinéma de genre, c'est on va poser un postulat, quel qu'il soit, il peut être complètement dingue, c'est pas grave, tant qu'on le pose et qu'on le respecte. Et là, lui, il respecte absolument rien. Il y a plein de choses qui ne marchent pas dans le film si vraiment on l'analyse, et il a été suranalysé, mais c'est qu'il y a des postulats contradictoires. Et en fait, j'ai l'impression, je vais parler un peu en son nom évidemment, mais que ce qui l'intéresse beaucoup plus que de respecter le fantastique, c'est qu'est-ce que ça fait à chaque instant, l'instant T. Donc chaque scène doit faire quelque chose. Et peu importe si elle contredit celle d'avant, peu importe si c'est incohérent. Et du coup, chaque scène fait quelque chose, quoi. D'ailleurs, moi je crois savoir que c'est un film que critique beaucoup Cronenberg. Peut-être parce que lui a travaillé le genre toute sa vie, en respectant des codes, etc., etc. Et il le critique à cet endroit-là, il dit le film ne tient pas debout, il joue pas le jeu, etc. Non, il joue pas le jeu, il joue un autre jeu, qui est celui du grand film, comme ça. Le grand film sur la terreur profonde. Une fois que je l'avais revu, je m'étais dit, mais quand même, est-ce que Lynch serait Lynch s'il n'y avait pas ça? Enfin, c'est même les motifs, les couleurs, enfin, ne serait-ce que sur les couloirs, par exemple, sur s'enfoncer quelque part, sur...
C'est pas du... Il copie pas, hein, mais on sent qu'il y a des motifs en tout cas qui peuvent venir de là. Bon, c'est pas très original, mais je crois que ça reste avec Phénomène, peut-être mon Shyamalan préféré. D'abord, les 15 premières minutes sont extraordinaires. Et c'est un type qui a une assurance de sa mise en scène, une foi dans la simplicité, mais qui est dingue et qui crée des plans géniaux, quoi. Are you certain you were in the passenger car? Yes. Why are you looking at me like that? Mais même le début d'Incassable, dans le train, le plan séquence, etc. Enfin voilà, il a confiance en tout. Il invente des postulats assez dingues. Là, c'est presque le premier film de réinvention vraiment du super-héros, avec ce type à qui il ne peut rien arriver, et ce type qui est extrêmement fragile. On sent que c'est pas un type qui cherche le montage. Il sait exactement quand le plan commence, quand le plan termine, où est-ce qu'il sera pour montrer ça. Il a ceci en commun avec Spielberg, c'est que je pense qu'ils ont la caméra dans le cerveau. Il y a une idée par scène. Hein, comme c'est souvent des plans séquences, ça fait une idée par plan. Ouais. Alors ça c'est un des grands films de mon adolescence. On parlait de cette capacité à fabriquer des images indélébiles. Il arrive avec ce film à fabriquer des images, moi, qui me sont restées toute ma vie. L'image de ces gamins avec les anoraks de ski et les marteaux. Cronenberg, c'est vraiment précis, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de zone d'ombre. Quand il fait quelque chose, il sait pourquoi il l'a fait. Enfin, et il enlève du montage ou du scénario tout ce qui ne sert à rien. Il n'en a rien à foutre. Il n'est pas là pour se faire plaisir, il est là pour raconter quelque chose d'extrêmement précis et il sait vraiment comment le raconter, quoi. Le cinéma d'horreur aime beaucoup justement utiliser les enfants comme personnages qui peuvent devenir monstrueux. Il y a d'autres films avec des enfants qui vous ont marqué? Le Village des damnés, c'est la base du film, à quel point l'enfant peut accueillir le mal. C'est fait simplement, hein. La blondeur des nazis, enfin un regard et ça y est, moi ça me fait peur. Leave us alone. Ça, c'est un autre genre de fantastique, hein, Un jour sans fin. Mais bon, je trouve ça bien qu'il y ait un peu de comédie, un petit peu, hein, que ce soit pas que dans l'horreur. C'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui, Un jour sans fin. Hein. C'est-à-dire que les journées se répètent, ne changent pas. Sauf que ce qui est bien, c'est que là, il y a un scénario, quoi. Et que en fait, Bill Murray améliore sa journée petit à petit, et que nous, on n'améliore pas grand-chose. Hein, mais bon. Comme quoi, les scénarios, c'est pas mal. Voilà. Nous, on manque un peu de scénario, là. Ça, ouais. C'est vachement dur d'en parler. Quand j'ai terminé la série, je pense que j'ai pas été capable de regarder un film pendant 15 jours. Enfin, c'est... tellement tout me semblait dérisoire. Mettre en scène 18 épisodes et qu'à chaque fois il y ait de la mise en scène à ce niveau-là. On dit jamais que c'est un type qui fait des films de genre ou d'horreur, hein, mais il y a vraiment de l'horreur partout parce que son principe c'est de prendre le réel et de le tordre. Nous aussi on a été dans ces bars, ces machins, etc. Et tout d'un coup il tord tout comme ça. Et là il y a une angoisse qui monte. Il a jamais fait de film d'horreur franc comme ça. Mais tout est film d'horreur chez lui. Il ne faut pas essayer de décrypter le sens, parce que là, c'est peine perdue. Après, on peut décrypter l'image, on peut décrypter le son, on peut décrypter le tempo. Un des grands trucs de Lynch, c'est de ralentir le tempo d'une scène. Steinway, avant que le Pullman aille jouer dans son club du saxophone, et qui dit à sa femme, viens, elle dit non, je vais lire. Ok, tu vas lire quoi? Mais il met 4 secondes entre chaque réplique, il étire, etc. Et tout d'un coup, ah bon, tu vas lire quoi ce soir devient terrifiant. What are you gonna do? Stay home. Read. 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 Read what? Les yeux sans visage, je trouve que c'est un film dont on ne parle pas assez. Alors si on parlait encore une fois de fabriquer des images indélébiles, Edith Scobb avec son masque, voilà, ça restera une image à vie, quoi. Et il y a un truc que je trouve très bien dans ce film, c'est qu'il assume totalement son côté français.
C'est pas quelqu'un qui dit tiens, je vais faire du cinéma un peu fantastique, je vais un peu à l'américaine. Ça, j'ai vu le film de Gaspard. Moi, j'aimerais bien qu'il fasse un vrai film d'horreur parce qu'il est tellement incroyable visuellement. Enfin, et puis il est prêt à tout exploser, il s'en fout. Voilà, ça c'est un film qui est presque un peu en deux parties. Ouais. Une première partie qui est très virtuose, qui tourne autour de la danse, etc. Et après la deuxième partie où tout part comme ça en vrille. Moi ça me plaît quoi. Voilà, moi ça me plaît parce que je sais jamais ce que je vais voir, même si je reconnais ses motifs, etc. Je sais jamais ce que je vais voir. Quoi. Il y a un truc gamin, Gaspard. C'est un gamin qui continue à s'amuser. Il a un rapport de plaisir à ce qu'il fait, à ce qu'il filme, à ses films, qui est vachement bien. Quoi. C'est pas un théoricien, il est vraiment les mains dans la pâte. Quoi. Julia, je la connais extrêmement bien. J'ai été son tuteur à la Fémis, on se connaît depuis 15 ans. Quand je suis allé voir le film, j'étais hyper tendu, j'espérais que ce soit réussi. Elle réussit ses films vraiment dans le sens où elle réussit ce qu'elle a en tête. J'ai lu ses scénarios d'études, etc. C'est pas pour rien si elle en arrive là. C'est-à-dire que c'est des motifs qu'il a travaillé depuis extrêmement longtemps. C'est pas tiens, je vais faire un film sur. C'est quelque chose qu'il a travaillé depuis très longtemps. Tu manges quoi? Des céréales? C'en est des céréales. Oui, bah ça va, je prends du lait. Il y a des films qui vieillissent et c'est pas très grave parce qu'ils ont été comme une photographie à l'instant T d'un moment, d'une époque et le vieillissement fait partie aussi de leur intérêt quelque part. Et puis après, dans le cas des films dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, sur ces images indélébiles, c'est un autre rapport au cinéma. Le cinéma n'est pas obligé d'inventer des images. Moi j'adore quand ça le fait. Tout d'un coup, pourquoi 20 ans plus tard, je me souviens d'un petit enfant avec un marteau et un anorak rouge, alors que c'est pas non plus... Je pense que le cinéma de genre est gagnant quand il passe par là, quand il arrive à ça.